Bonjour à tous. Eh bien, je suis ravi d'ouvrir cette page consacrée à la décarbonation des transports et des mobilités. On en a pour à peu près 1h30. On va commencer par une petite séquence introductive avec Karima Delli. Bonjour. Vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts et vous êtes également présidente de la commission transport du Parlement européen. Première question peut-être. L'Europe a décidé quelque chose d'assez spectaculaire, c'est l'interdiction des voitures thermiques à partir de 2035. Aujourd'hui, il y a un contexte qui est très différent, la crise de l'énergie, l'explosion des prix du gaz, de l'électricité. Est-ce qu'on n'a pas changé de contexte? Est-ce que cette initiative de l'Europe n'est pas un peu, peut-être pas déconnectée, mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage sur la réalité des choses? Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation, merci à la tribune depuis des années de monter justement des événements sur notamment notre volonté d'accélérer la transition écologique. Mais notre table ronde s'appelle « Comment décarboner les transports ?» Pourquoi? Parce que les transports, premier post-secteur en France, émetteur de gaz à effet de serre, seul secteur qui ne réduit pas ses gaz à effet de serre depuis 1990. Donc on va voir, parce que j'ai entendu, j'étais là, hein, j'étais très attentive, comme d'habitude, sur la table ronde précédente. Et j'ai entendu des choses. Tout le monde a dit prise de conscience, on est véritablement dans le réveil, on change nos comportements. Alors on va faire un petit test tous ensemble ce matin. Pour décarboner les transports, qui parmi vous est venu en avion? Levez la main, c'est pas un jugement. On se parle franchement. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de mains levées, Karima. Comment? J'ai pas entendu. Il n'y a pas beaucoup de mains levées. Mais il y a plein de gens qui n'osent pas. Mais il ne faut pas avoir peur, on a le droit. Qui est venu en paquebot? En bateau de croisière? Personne. En jet privé? Je n'ai pas dit en jet privé, même si vous savez que les jets privés, c'est 5 à 14 fois plus d'émissions que dans l'aviation. Qui est venu en train? Parce que le train, c'est 40 fois moins, notamment d'émissions de gaz à effet de serre, que l'avion. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, malheureusement, nous sommes à un moment où l'accélération va se faire. La dame, tout à l'heure, du GIEC, qui était là et qui nous donne la feuille de route du GIEC, nous le dit. Aujourd'hui, nous sommes dans une pente où soit on prend le virage, soit on va être très mal. Parce que ça va être de l'irréversibilité. Je ne vous fais pas peur, ne partez pas tout de suite, puisqu'il y a des solutions. Mais on est dans un moment où, et vous l'avez un peu dit dans votre question, on ne va pas être touchés de la même façon, tous ensemble. Les plus pauvres vont être touchés 2 fois plus que ce fameux 1% de la population mondiale. Quand on regarde aujourd'hui la réalité sociale du réchauffement climatique, c'est quoi? Oui, c'est 1% de la population mondiale qui est responsable, elle, de 16%. Et en même temps, 50% des émissions, elles, même qui sont dues à nos modes de vie. Et c'est là, votre question est très importante dans le moment, c'est comment on va faire quand on a parce que la fracture sociale du réchauffement climatique, il y a ceux qui auront les moyens de la faire et ceux qui vont véritablement peiner, même financièrement, à la faire. Et donc, la mobilité, et lorsqu'on parle de votre question sur l'Europe, la question notamment du pouvoir d'achat, la question du marché de l'énergie, et on va revenir sur ces questions-là, si vous voulez bien, monsieur le journaliste Nabil Bourassi, c'est véritablement de montrer à quel point la mobilité a changé. C'est devenu un des premiers accélérateurs de précarité et en plus, c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. On a le double effet qui se coule. On l'a vu avec un mouvement qu'on a appelé les Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes ne sont rien par rapport à ce qu'on va demain appeler, ce qu'on appelle déjà en Europe, et on ne parle pas assez de ça en France, notamment, les précaires de la mobilité. Mais justement, ces précaires de mobilité, il y en aura beaucoup plus demain si tout augmente. On voit bien que même le prix des voitures électriques explose. On fait comment? C'est quoi les solutions, les vraies solutions? Alors, c'est vrai, vous avez raison. On est dans un moment où les prix de l'énergie explosent.
Explose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu des records pendant l'été. On a 1000 euros. C'est pas fini. C'est pas fini, mais on a pour l'instant, on a des chiffres. 1000 euros le kilowattheure contre 100 l'an dernier, ce qui est énorme. Quand je compare, parce qu'on aime bien comparer avec l'Allemagne en Europe, hein, mais l'Allemagne est restée significativement pour l'instant moins chère que la France. Et ce qui fait le tort, et ça je n'ouvre pas la porte, on aura peut-être ce débat, c'est notre mix énergétique. On nous dit que le nucléaire est moins cher, aujourd'hui le nucléaire est plus cher. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un de notre député de la majorité qui dit oui, il faut investir dans les énergies renouvelables. La France est le dernier pays à respecter la feuille de route de ses objectifs d'énergie renouvelable. On nous dit le nucléaire, moi je le dis, on devra sortir progressivement du nucléaire, mais on ne pourra pas sortir du nucléaire tant qu'on n'a pas mis le paquet sur les renouvelables, et là on est très loin. Et ensuite, une chose que je dois vous dire, c'est que pour moi, l'Europe a compris le choc. Vous savez, la semaine dernière, on a la présidente de la Commission, européenne qui a donné la feuille de route. Elle dit quoi? L'Europe dit on va mettre le paquet pour amortir le choc de la hausse. Tout d'abord, on va réformer le marché de l'électricité. Première chose. On va le déréguler notamment du prix du gaz et de l'électricité. On va diminuer notre part, parce que notre part est quand même importante, de notre dépendance sur le marché russe. Parce que c'est important. Et là, on voit bien qu'on est déjà passé de 40% de gaz russe à 7%. Et la Commission européenne commence à évoquer notamment une taxation, parce qu'il faut le payer, tout ça. La taxation des super... Alors, elle ne dit pas des super profits, elle. Mais elle avance un chiffre, 140 milliards. Et c'est ces mécanismes-là qui vont venir justement alimenter le bouclier tarifaire. Donc pour une raison évidente, et vous l'avez dit, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce bouclier tarifaire, il doit être mis en place d'abord pour les populations les plus modestes. Et quand je dis les populations les plus modestes, aujourd'hui, en France, ça explose. Nous avons 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc ça, c'est ce qu'elle dit. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et ça, malheureusement, je n'ai pas assisté au discours du maire, M. Estrosi, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le bouclier tarifaire des collectivités, et notamment, il faut le dire, des mairies. Parce que moi, je vois mon ami Louis Nègre qui est là, mais je le dis de manière importante. Pourquoi? Parce que j'entends tous les jours des maires qui disent « Mais moi, mon électricité, avant, je la payais, ça représentait, 20% de mon budget, 30%. Aujourd'hui, ça explose. » Et c'est là la peur au ventre de ces maires et des collectivités. C'est eux qui vont devoir faire des choix de vie sur nos vies. Est-ce qu'on coupe le budget pour la cantine, pour les enfants ? Parce que les prix d'électricité augmentent? Est-ce qu'on coupe les budgets de la culture et on dit les musées, on va les fermer 2 jours par semaine en plus? Est-ce qu'on coupe? Vous voyez? Et c'est là où c'est terrible, parce que ce sont les choix de vie de ce véritable lieu qu'on appelle le niveau local et les collectivités, qui sont les lieux de vie où là, il y aura, je veux vous le dire, des coupes budgétaires, mais des choix de vie qui vont être terrible. La dernière chose que je dois vous le dire, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on n'utilise pas. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans la sobriété? Et c'est là où ça devient important, c'est que nous avons un retard incroyable. C'est la raison pour laquelle, au niveau européen, je vous le dis, on a un peu parlé tout à l'heure, mais ça n'a pas été, je pense, assez mis en évidence, la rénovation thermique, qui est un levier d'action bon pour le climat, bon pour l'emploi. On n'est pas à la hauteur, alors qu'on pourrait. On a des artisans, on a des matériaux, on a une volonté française qui est de dire on a tout, alors qu'est-ce qu'on attend? Je pense qu'on ne peut plus attendre, parce que face à la hausse de l'énergie, je peux vous le dire, il faut se préparer. Et il faut dire la vérité. Je vois notamment les dirigeants d'entreprises, tout à l'heure vous avez parlé, mais je pense qu'à un moment, le politique est en droit de dire la vérité sur la hausse des prix, mais surtout, comment l'argent public va amener justement un accompagnement pour les populations?
Mais et pour là, les collectivités. on parle de sommes astronomiques, parce que déjà, la ristourne sur le prix du carburant, ça se chiffre en milliards. Demain, il y a un exemple très simple, à Paris, la RATP va être soumise cet hiver à une explosion du coût de l'électricité. Les métros, ils marchent à l'électricité. Comment est-ce que l'État finance ça? Il y a quand même un plafond de verre en termes de financement, surtout dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. Alors, moi, j'entends bien comment trouver l'argent. Mais ce n'est pas un débat nouveau. Vous savez, au niveau européen, moi, j'étais encore à l'école, on parlait déjà de la taxe des transactions financières. Donc, ça fait longtemps. Non, mais... Donc, encore une taxe. Au fait, il y a plein d'outils qu'on ne met pas en place. Et je regarde le président du GART. Mais moi, je suis assez incroyablement choquée que nous sommes dans les derniers de ne pas avoir de taxe poids lourd. Non pas pour dire qu'il faut taper sur les entreprises du routier, c'est pas ça. Toutes les entreprises, tous les pays européens ont une taxe poids lourd. Nous, c'est un manque à gagner de 1 milliard d'euros qui devrait aller accompagner les petites entreprises du routier pour changer les flottes, certes. Mais pour arriver dans la mobilité durable, on n'en a pas. Deuxième chose, et là, ça va aller très vite, on ne va pas se mentir sur l'accélération, c'est... Moi, je ne comprends pas. On a eu des gilets jaunes, on a dit qu'il y a une hausse des carburants. Mais comment se fait-il qu'on sait taxer la voiture, mais on ne taxe pas l'avion? Il n'y a pas de taxe kérosène. Qu'est-ce qu'on attend pour la taxe kérosène? Ça, c'est un des grands combats, je vous le dis. On a tout étudié. Il y a plein de pays en Europe qui sont prêts. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Ce sont des milliards d'euros. Des milliards d'euros qui pourraient aller notamment sur la mobilité. Et quand j'écoute aussi ce qu'il faudrait faire... Et vous l'avez un peu dit tout à l'heure, moi je pense que la taxe sur les super profits, c'est un levier d'action. Les entreprises doivent certes contribuer, mais doivent comprendre une chose. La compétitivité de l'industrie de demain ne se fera plus sur les fossiles. Ça ne marche plus. On va devoir sortir des énergies fossiles. Et c'est là où ça devient très très intéressant en termes notamment de nouvelles perspectives, notamment dans les investissements. C'est la raison pour laquelle l'Europe est en train et va négocier ce qu'on appelle un pacte de stabilité. Pour ceux qui ne savent pas, le pacte de stabilité, c'est quoi? C'est un pacte de tous les pays qui dit, en gros, pour rester notamment dans une gouvernance économique stable, il ne faut pas dépasser le fameux 3% de la dette. Vous vous souvenez de ce truc-là? Eh bien moi, ce que je dis, tous les bons investissements écolos de justice sociale, il faut les sortir de cette dette-là, parce que justement, c'est ce qui permettra une garantie de nos entreprises pour accélérer dans la transition et ne perdre personne au bord du chemin, notamment les plus pauvres. Il y a une autre question. Vous parliez de compétitivité, justement. Les entreprises européennes sont soumises à un certain nombre de que ce soit une contrainte réglementaire pour l'environnement, mais aussi de taxes, si j'entends votre discours. Comment est-ce que vous protégez les entreprises européennes face à des entreprises étrangères qui ne sont pas soumises à toutes ces contraintes? Parce que ça, là, on a un problème de compétitivité. Mais là, vous me posez une question sans le nommer. C'est ce que vient de faire Joe Biden aux États-Unis. Vous avez vu ce qu'il a fait? Non, mais vous avez vu? Il a dit quoi, Joe Biden? Notamment sur notre industrie, qui est la première industrie, on pourra en reparler tout à l'heure, sur l'industrie automobile. Il a dit une chose incroyable, Joe Biden. Il a dit, moi, je vais faire un effort. Je vais donner un crédit d'impôt de 7 500 $, ce qui est énorme, jusqu'à notamment 1 200 $, ça dépend les modèles, hors SUV, de voitures qui sont produites sur le sol américain. Voiture électrique. Voiture électrique. Donc ça veut dire quoi? Donc protectionnisme, le retour du protectionnisme. Retour du protectionnisme. La fin du libre-échange. Et donc la contrepartie, il le dit, acheter aux États-Unis, c'est accélérer la relocalisation, les entreprises américaines, etc. Et nous, l'Europe, qu'est-ce qu'on attend? Moi, je vous le dis, c'est moi qui ai mis sur la place publique la question du Dieselgate. Non pas pour me faire plaisir. Je l'ai dit aux constructeurs automobiles. C'était une question de santé publique et une question aussi de compétitivité. Alors moi, je le dis de manière assez simple. On n'a pas des gentils devant nous. Joe Biden, comme les industries, notamment automobiles asiatiques, ne nous attendent pas. Ils ne nous attendent pas. Donc, sur ce volet-là, moi, je crois qu'il faut arrêter la question du libre-échange sans contrepartie. On ne peut pas faire de libre-échange avec des pays qui nous font la guerre de manière directe. Première chose, il faut mettre des contreparties. Deuxième chose qui, moi, me paraît assez simple, nous devons mettre une feuille de route,
industriel made in Europe. C'est la raison pour laquelle, et j'invite la tribune à m'accompagner sur ce qu'on va lancer, les assises de la transformation de l'industrie automobile, pour dire nous sommes capables d'avoir une industrie de demain. On a, alors monsieur, tout à l'heure, monsieur Veolia disait, mais on a des voitures, les gigafactories. Et on est prêt à faire la deuxième vie de la politique industrielle d'économie circulaire. Allons-y. L'économie circulaire de demain, ouvrons la politique du rétrofit. Tout ça, c'est gagnant. Et ensuite, il va falloir se poser des vraies questions, les entreprises. Et je vous regarde tous là ce matin. Il faut une taxe carbone aux frontières qui soit digne. On l'a votée au niveau européen. Maintenant, il faut l'appliquer. Première chose. La taxe carbone aux frontières, c'est véritablement le fait qu'on invite aussi des entreprises à véritablement dire bah non, quand c'est loin, il faut taxer. Et ça veut dire qu'on est en train de booster nos entreprises pour transformer leur modèle de fabrication, de production, d'approvisionnement, plutôt que de taxer des produits qui seront fabriqués à l'autre bout de la Terre. Et c'est là où ça va devenir intéressant pour les entreprises, parce que moi, je pense que l'Europe est en train d'accompagner des entreprises qui sont en train de se verdir. Et ensuite, il faut arrêter aussi le poison de la question européenne, c'est le dumping social. Tout le monde, moi, me parle de l'industrie automobile que je connais très bien. L'industrie automobile, elle n'est pas en panique, elle n'a pas perdu des emplois parce que la transition écologique arrivait. Non. On a perdu 100 000 emplois à cause du dumping social. Et donc, il faut appeler un chat un chat. Donc maintenant, face à ça, il ne faut pas des rustines. Ça ne marche plus. Le temps de la rustine sur des politiques industrielles, c'est terminé. Moi, ce que je dis, mettons tout le monde autour de la table. Les collectivités, les syndicats, les maîtres de la formation pour demain, l'industrie du futur, les ONG, mais aussi les politiques, et montons enfin une belle feuille de route industrielle au niveau européen. Merci Karima. On va faire venir un certain nombre d'intervenants pour participer au débat et peut-être vous répondre.